Et tu étais venu, mais je t'avais dit, est-ce qu'on pourrait pas faire un truc, parce que j'ai invité beaucoup de gens, et tu m'as dit, mais je peux pas, parce que en tant que robot, je peux pas. Et j'avais dit, bloqué, oui, ouais. en fait, c'est totalement logique, tu peux pas parler en tant que robot, mais bon, viens en tant qu'humain, et il était venu en tant qu'humain. S'asseoir. On s'est rencontrés il y a une quinzaine d'années, je dirais, à la Nouvelle-Orléans, quand on enregistrait Arcade Fire, et que moi je les aidais sur la cover et d'autres images pour l'album. Moi, je me souviens avoir eu des images de Portrait d'une génération comme ça. Je ne sais plus exactement quand est-ce que c'était, mais au 2005, départ, 2004, sans faire tout de suite le lien. Et après, au moment d'Inside Out et du photo booth et des photos, c'est là où j'ai vraiment fait le lien et où on s'est rencontrés assez rapidement en fait. C'est marrant parce que j'y ai pensé ces derniers jours. Je faisais découvrir à mon fils qui a 5 ans ce que vous faites, et il était plus fasciné par les robots d'ailleurs, mais il connaît une des chansons, Contact, qui le fascine parce qu'il y a ce côté, il est fasciné par la galaxie et autres, donc je lui ai montré le clip. Mais surtout, moi je me suis dit, tiens, c'est marrant maintenant, si je reviens en arrière, j'ai des souvenirs d'être assis à écouter des sons beaucoup plus anciens à vous, et comment ils m'avaient profondément marqué, et comment des fois juste des parties de 30, 40, 50 secondes, une minute, tu te rappelles exactement du moment, même ça te définit, et je pense que c'est le cas pour beaucoup des gens qui ont grandi sur votre musique. Et j'aime penser à ça quand, en tout cas, je pense à des œuvres, à des projets ou à des choses qui sont plus grandes que nous. Et je pense et j'espère que c'est ce qu'on s'apprête à faire avec le Pont Neuf là. Je pense qu'on a travaillé avec JR sur notre projet et son projet sur la façade de l'Opéra de Paris, et qui était un projet avec Damien Jallet, un ballet pour 154 danseurs avec de la musique, et il m'a demandé, je pense, de commencer à réfléchir à sa caverne et au pont et à la dimension sonore en fait, sans me donner vraiment de direction. Et j'ai pris un peu de temps pour imaginer la place que pouvait avoir le son dans l'installation. Moi, généralement, quand je commence à pitcher une idée à Thomas pour voir si même ça va l'intéresser ou s'il y trouve un intérêt autre, lui, il scanne le projet dans son entièreté, y compris toute la partie qui ne me concerne même pas, l'ingénierie, tout. Et il y a quelques années, je pouvais lui dire non, mais t'inquiète pas, non, vraiment, t'as pas besoin de te soucier de ça, etc. Et avec le temps, j'ai appris qu'en fait, si, il se soucie de choses qui ne le concernent pas du tout, mais qui vont en fait, sur lesquelles souvent il a raison. Et après, on se rend compte que. On discutait beaucoup, et à un moment donné, je me souviens, on s'est retrouvés sur le pont avec des réunions techniques un peu. Et tu me disais, ouais, donc il va avoir, l'accès, il va être à double sens dans la caverne. Et je me disais, ça va être compliqué à double sens. C'est vrai que j'étais quand même très très focalisé sur le truc. Je vois pas comment ça va marcher. Et évidemment, plusieurs semaines après, il m'appelle, il dit, bon, finalement, on a bien regardé. On va partir de l'île de la Cité et on va remonter rive droite. Et je me suis dit, bon, ça. En fait, lui, il sait déjà les réponses au début. T'en as eu d'autres des comme ça sur l'opéra, que t'as vu dès le départ. Je les connais pas, mais c'est vrai que j'ai toujours besoin de comprendre le fonctionnement un peu intégral du dispositif pour arriver effectivement à comprendre comment après je vais pouvoir insérer quelque chose dedans. Je me rappelle quand on en a parlé longuement au téléphone, quand tu as commencé à voir, avant même les tests et autres, donc on était purement dans, en quoi un son, une vibration, des notes quelles qu'elles soient, pourraient amener quelque chose, et on a vachement réfléchi. Toi, pendant un moment, tu m'as dit peut-être que ça n'a pas de sens, je vais aller au bout de la réflexion, et je te dirai si je participerai. C'est comme ça que je me rappelle, tu m'avais dit. Et puis, on est parti très loin sur beaucoup d'idées, et je sentais que c'était plutôt dans l'idée de vibration, ou de fréquence, qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Mais en même temps, quand on a pu, dans les tests grandeur nature qu'on a fait à l'aéroport d'Orly, dans ce hangar énorme, on a pu construire un 10e de l'œuvre, et tu as pu faire des essais dedans. C'est vrai que c'est vraiment le moment où j'ai vraiment compris ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire que toi aussi t'emballais le pont d'une couverture invisible, d'une toile invisible qui allait être essentielle, et en fait je ne me rendais pas compte à quel point elle était indissociable de l'œuvre, parce que sinon
elle aurait été... Ouais, moi, j'avais pas du tout envie Enfin, je me suis rendu compte tout de suite que moi, j'imaginais pas du tout que ça pouvait être de la musique. Parce que justement, dans cet aspect urbain, j'avais absolument pas le désir d'imposer une musique ou ma musique dans un espace public comme ça. Je trouve que c'est ça pour la peine. Je trouve que ce type de disruption, il m'intéresse pas. Et donc je me suis dit, je t'ai dit, ouais, j'ai l'impression que moi ça m'amuse un peu pour aller dans cette idée ludique et de rêve d'emballer en fait le pont avec un seul son, en fait, d'une certaine manière, c'était mon idée de départ, avec un son. Mais en fait, le son, je ne vais pas décider quel son ce sera, c'est finalement l'œuvre elle-même, en creux, qui va finalement définir quel son il manque, en fait. Mais d'ailleurs, quand on l'a enlevé sur les tests, ça faisait vide, c'était assez étonnant dans ce hangar, comme ça, on n'entendait que la soufflerie. D'un coup, tu l'enlèves et ça a l'air, ça change vraiment le côté physique. Et, enfin, on n'a pas la lourdeur de la pierre, d'un coup tout redevient léger, tout devient aérien. Oui, après c'est vraiment, mon approche elle est ultra minimaliste, mais elle vient aussi je parlais de la techno et des raves, et où il y a toujours eu cette recherche en fait d'un son ou voilà, quelque chose de très radical, et ce son, c'est de la matière en fait. Et la matière, c'est essentiel. Moi, la texture et la matière, c'est le plus important. Je pensais là, en arrivant au film L'Inconnu de la Grande Arche, je ne sais pas si tu l'as vu, que j'ai adoré cette année. Mais il y a toute cette histoire avec le marbre, qui n'est pas la bonne matière et qui n'est pas le bon marbre. Et c'est sûr que là, c'est quelque chose d'à la fois ultra simple et d'à la fois qui est vraiment que dans le ressenti. Déjà, si tu reprends, ne serait-ce que pour les hauteurs, ne serait-ce que pour ce que tu prends sur la chaussée, les couloirs techniques, il y a toute une partie sur lesquelles Thomas est aussi impliqué, ou participe aux réunions, ou même dans tout ce qui était réalité augmentée, etc., pour vraiment être sûr qu'il y ait une cohérence générale dans l'œuvre. Et je trouve que ça, dans nos collaborations, c'est extrêmement utile, parce qu'en fait, ça sert à tout le projet, que chacun ait un regard sur tout ce qui se passe. Moi, j'admire beaucoup chez JR sa capacité à rassembler, à fédérer des équipes. Et quand on a travaillé sur le projet de Chiroptera, on était 300 ou 350 personnes. Là, il y aura peut-être entre 800 et 1000 personnes. Et c'est vrai que c'est une œuvre d'art, et de se mettre comme ça à plusieurs centaines de personnes pour créer ce rêve un peu éphémère, il y a quelque chose de super, de très humain et de très beau, je trouve. Et il y a quelque chose aussi que je trouve hyper intéressant, quand on voit un peu justement, bon là ils étaient de plusieurs centaines aussi, hein, mais c'est finalement la spontanéité en fait d'une idée qui est si simple et qui nécessite au final beaucoup de ressources humaines et beaucoup de main-d'œuvre, et c'est ça qui est très beau en fait. Quand je collais les petites roches là, quand je collais les petites roches, on voit ici, ça c'est un des dessins, mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit réellement possible, qu'elle soit en 3 dimensions, mais aussi qu'on puisse monter aussi haut, parce que tu vois, tu rêves, tu es là, tu fais tes trucs et tu attends au moment que quelqu'un te dise alors ça c'est pas possible. Mais c'est assez étonnant, et ça depuis des années sur des projets ou même dans des contextes dans lesquels j'ai pu le faire. Mais souvent, en fait, il y a une part de magie avec ce process-là de l'art. Les gens ne prennent pas totalement au sérieux, et puis à un moment se disent, mais attends, puisqu'on ne prend pas tant au sérieux, est-ce que vraiment ça serait possible? Et de ça, souvent, les gens se mettent à réfléchir, à dire, en fait, si on le construisait comme ci ou comme ça, je me rappelle, nous, au début, j'essaie d'appliquer le fait de dire, ok, on va construire un échafaudage. Et en fait, oui, tu peux construire ça en échafaudage. Sauf que techniquement, c'est pas possible. 120 mètres de long d'échafaudage, il faut déjà les trouver. Puis ensuite, le poids, le pont n'accepterait pas. Et donc, résultat, à un moment, j'étais ah non, c'est peut-être pas possible. Et c'est Vladimir, le neveu de Christo, qui est arrivé et qui a dit mais attendez, est-ce que vous avez aussi essayé d'autres types de structures? Construire avec de l'air, c'est une des choses sur lesquelles Christo et Jeanne-Claude avaient travaillé dans les années 60. Ils ont fait, d'ailleurs, on voit un de ses dessins ici. Celui-là, il ne l'a jamais fait. Mais il y avait cette idée de tunnel là, qu'il avait fait que en air. Mais je me suis dit, mais ouais, ça serait incroyable. Mais sauf que
d'un coup, je suis obligé de rentrer dans un tout autre univers. Comment tu utilises l'air, comment tu l'aspires ou tu la maintiens. Mais c'est vrai que tu as raison, ça part à la fin de quelques bouts de feuilles froissées et dessinées, et d'un coup des gens qui se disent on va rendre ça possible. Je crois que dans le passé, on n'a jamais eu l'occasion de se poser et de parler du travail de Christo-Eugène Claude, et que je comprenne à quel point pour toi il avait été important, mais aussi quels étaient les points qu'il ne fallait pas perdre de vue, qui en ont fait leur force. Tu te rappelles de ces points? C'était lesquels les points, toi, qui t'ont... Déjà, ton souvenir de quand tu as vu l'œuvre il y a 40 ans? Moi, j'avais 10 ou 11 ans et c'était comme un rêve, en fait. Et j'ai vraiment l'impression que ça a mis le doigt sur le rôle de l'artiste, en fait. Et la définition d'un artiste, pour moi, qui est... quelqu'un qui a un rêve et qui le transforme et qui l'amène dans la réalité, en fait. En ce qui me concerne, j'ai l'impression que le travail artistique, je le fais toujours en essayant de faire au maximum abstraction de l'extérieur pour essayer de rester dans la pureté du travail créatif. Et j'ai l'impression que c'est la manière de respecter au maximum le public. Je trouve qu'il y a quelque chose de très ludique, en fait, dans l'œuvre originale. C'est vraiment comme un enfant qui dit voilà, on va prendre le pont et on va prendre du tissu, on va l'emballer. C'est complètement farfelu, en fait. Et je me souviens finalement avec Guy Manuel, quand on discute, on se dit tiens, on va aller contacter des sociétés d'effets spéciaux, et on va se déguiser en robot et on va faire un groupe, ça va être des robots. En fait, c'est un peu la même chose. C'est farfelu et ça n'a pas vraiment d'emprise dans la réalité et c'est ludique. Toi, comme tu as vu le documentaire de Christo-Eugène Claude il y a 40 ans, quand tu penses à l'œuvre de maintenant, tu sais ce que tu as envie de laisser sur ce process-là? Non, j'ai l'impression l'œuvre, elle est un peu, c'est comme ça, c'est comme une sorte d'installation géostationnaire comme ça qui resterait de manière éphémère à un moment donné. Et finalement, elle est gratuite. C'est ce qui me plaît vraiment aussi. Je crois que c'est ce qui me plaisait vachement aussi dans l'œuvre de Christo-Eugène Claude. C'est ma préférée parce qu'on ne peut pas l'acheter, en fait. Elle ne rentre pas dans un mécanisme spéculatif et capitaliste, en fait. Et cette pureté, en fait, cette démarche, en fait, elle me touche particulièrement parce qu'on est justement aujourd'hui dans un monde ultra-capitaliste. Et moi, j'ai pas l'impression d'être anti-capitaliste, j'ai l'impression d'être non-capitaliste. C'est-à-dire qu'en fait, ça rentre pas en ligne de compte dans mon processus créatif. On se retrouve beaucoup là-dessus. C'est cette pureté et cette radicalité et ce minimalisme. Je me rappelle des longues discussions qu'on a eues sur l'anonymat, ou le semi-anonymat. Moi, j'ai l'impression que le rapport à l'anonymat, c'était vraiment comme finalement comme du performance art, une installation de Marina Abramovic, où pour moi c'était important justement de rester in character, en fait. On se dit ok, les robots ils existent et en fait on joue sur une ligne entre la réalité et la fiction. Il y a un discours esthétique, il peut avoir un discours artistique, il peut être à la fois politique d'une certaine manière, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très radical. Et à la fois, en même temps, moi j'ai toujours eu l'impression que c'était quelque chose de très humain. Et la réalité, c'est que moi j'étais un humain qui faisait croire que j'étais une machine. Et aujourd'hui, on est dans un moment qui est finalement très différent, où on se retrouve avec des machines qui font croire qu'elles sont humaines, et c'était pas du tout ça qui m'intéressait. Et moi, j'aime bien l'histoire du magicien d'Oz, où au final, on tire le rideau, et tout ça, c'était à la fois la magie, c'était à la fois du rêve, mais c'est quelque chose de profondément humain. Et j'ai l'impression que l'humanité, le caractère humain aujourd'hui est une valeur qui est plus importante pour moi que une certaine forme d'opacité ou d'anonymat, en fait. Par contre, moi je me rappelle sur le Louvre il y a 10 ans, où j'essaie peut-être qu'on fasse notre première collab,
Et tu étais venu, mais je t'avais dit, est-ce qu'on pourrait pas faire un truc? Parce que j'ai invité beaucoup de gens et tu m'as dit, mais je peux pas parce que en tant que robot, je peux pas parler, parce que c'était tout un cercle de trucs. Et j'avais dit, bloqué, bah oui, ouais. en fait, c'est totalement logique. Tu peux pas parler en tant que robot. Mais bon, viens en tant qu'humain. Et il était venu en tant qu'humain. Mais je me rappelle, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, toute ta pensée artistique par rapport à ce projet-là était de penser qu'est-ce que feraient les robots, mais pas qu'est-ce que tu ferais toi. Ouais. Et c'était assez fascinant parce que c'était pas. La discussion s'arrêtait là, ça fait sens exactement. Je vais pas essayer de le convaincre de faire des choses de robots qui ne devraient pas faire. Mais l'envie commune, en tout cas, d'essayer de trouver des ponts était déjà là. Des ponts, Ouais. On cherchait des ponts déjà.